Alors, en mon nom et au nom de mon collègue co-organisateur Denis Salle de l'Université de Bordeaux, à qui je donnerai la parole dans quelques instants, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce premier séminaire d'une série de 4 séminaires Québec-France. En fait, je devrais plutôt dire Québec et région de France, car la perspective régionale va se démarquer dans ces séminaires. Et les séminaires aborderont les défis et les solutions pour faire avancer l'adaptation au changement climatique sur des bases scientifiques solides. Alors, mon nom est Alain Bourque, je suis le directeur général du consortium Ouranos. Ouranos est le nom du dieu grec de l'atmosphère, mais c'est aussi au Québec un organisme à but non lucratif qui a été créé au début des années 2000 suite à deux extrêmes marquants, le déluge du Saguenay et la tempête de verglas qui a affecté la grande région de Montréal. Et suite à ces événements météo qui illustraient en quelque sorte nos vulnérabilités, et aussi dans le contexte de d'autres événements climatiques ou d'autres tendances climatiques qui étaient inquiétantes, notamment l'érosion côtière accrue, les importantes sécheresses hydrologiques et agricoles du début des années 2000, des défaillances accrues des infrastructures et des canicules estivales de plus en plus nombreuses. Plusieurs paliers de gouvernement, sociétés d'État, des universités et même un d'acteurs privés ont décidé de se regrouper afin de créer Ouranos, donc cet organisme à but non lucratif qui est devenu au fil des années, non pas exclusivement un centre de recherche avec ses propres expertises internes, comme on en a à plusieurs égards au Québec, mais aussi un réseau de chercheurs, d'experts, de praticiens, de gestionnaires et de décideurs qui s'intéressent à la science et à l'adaptation au changement climatique pour faire face à ces variations du climat qui nous semblent de plus en plus importantes. Depuis, Ouranos se décrit désormais comme un organisme frontière qui, justement, permet de regrouper ces différents acteurs et de travailler de façon collaborative à faire avancer la science et l'adaptation. Je crois qu'en France, on parle davantage d'un GIEC régional, faisant référence au groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat qui appuie les décideurs internationaux et donc cette perspective d'avoir un regroupement de scientifiques pour intervenir ou pour appuyer la prise de décision à l'échelle régionale plutôt qu'internationale est donc intéressante et davantage utilisée en France. Et naturellement, l'objectif de ces organismes frontières, c'est de favoriser le travail collaboratif, développer une recherche appliquée qui est pertinente, qui implique les parties prenantes, qui sont, elles, responsables d'implanter l'adaptation au changement climatique de façon un peu plus opérationnelle. Et peut-être je passerai la parole à Denis à ce point-ci. Vous, en Nouvelle-Aquitaine, qu'est-ce qui se passe? Comment les choses se sont développées en comparaison au Québec? Très bien, mais merci beaucoup Alain de me donner la parole. Alors effectivement, je vais dire un petit peu ce qui s'est fait chez nous en parallèle à Ouranos, qui est né beaucoup plus tôt que nos initiatives en Nouvelle-Aquitaine. Donc pour débuter, je dirais que c'est en 2011 qu'a été créé ce qui effectivement portait un peu le nom de GIEC régional et qui s'est ensuite appelé Acclimatera et qui a réuni 240 chercheurs pour réaliser deux rapports sur le changement climatique dans la région Aquitaine, puis la Nouvelle-Aquitaine. C'est le deuxième rapport qui a été publié en 2018 et qui sert un peu voilà, de base scientifique à l'action de la région Nouvelle-Aquitaine, dont il sera question tout à l'heure dans la présentation de François Scoutan. Et donc, on a créé, à côté d'Acclimatera, un volet recherche dédié à la recherche qui s'appelle un réseau régional de recherche qui s'appelle Futuract. Futuract qui est dédié à l'anticipation du changement climatique dans les territoires en transition et donc qui vise, un peu comme sur le modèle d'Ouranos, à produire de la connaissance pour l'action politique, mais aussi pour l'action citoyenne, pour l'action des parties prenantes, des entreprises et de tous les acteurs du territoire. Et donc, on en est à quelques mois de la naissance de ce réseau qui s'appuie aussi sur les résultats de scientifiques produits dans Climatera. Et donc, on est ravis de répondre à l'invitation pour participer à ce séminaire. Et du coup, je crois que tu as annoncé un peu les objectifs. Et peut-être tu pourrais nous dire, Alain, toi, comment Ouranos voit l'intérêt de cette intercomparaison entre régions
entre régions France et province du Québec, mais peut-être bientôt entre d'autres régions du monde. Quel est l'intérêt que vous y voyez? En fait, on y voit désormais un grand intérêt. En fait, au cours des 15 dernières années, c'est assez frappant parce qu'Ouranos a tellement mis l'emphase sur le travail collaboratif avec les acteurs régionaux du Québec qu'on a peu priorisé les échanges à l'échelle internationale en matière de sciences et d'adaptation. Il faut dire que le territoire québécois est très vaste, les enjeux sont nombreux. On a des enjeux de canicule sur le sud du Québec et de pergélisol qui se dégrade dans l'extrême nord du Québec. Donc, ça fait en sorte on a fait relativement peu de collaboration en matière de sciences de l'adaptation à l'international. Et naturellement, ce serait facile de dire que c'est une erreur, c'est peut-être évident maintenant aujourd'hui, mais en fait, le point, c'est qu'on était vraiment occupé à établir ces contacts privilégiés avec les différentes clientèles ou les différentes populations affectées par les changements climatiques, et je pense que c'est une bonne chose de le faire. Par contre, pour l'avenir, je crois que dans le fond, il faut faire un peu comme les gens, les chercheurs en sciences du climat, d'ailleurs, sont très bons à faire, c'est-à-dire qu'ils collaborent à l'échelle internationale à monter des projets d'intercomparaison de simulateurs régionaux ou encore de simulateurs globaux du climat. Alors, plusieurs dans le domaine scientifique connaissent les projets CIMIP ou les projets Cordex qui permettent d'intercomparer des outils. Naturellement, ce sont des intercomparaisons très quantitatives avec des résultats de modèles, des sorties, des fréquences d'événements extrêmes qui peuvent être comparés de façon à pouvoir améliorer les simulateurs climatiques et avoir davantage de données pour faire des évaluations de risque. Mais je pense que les gens en sciences de l'adaptation devraient faire la même chose, c'est-à-dire intercomparer des modèles d'organismes frontières, intercomparer les types d'enjeux qui sont rencontrés au final lorsqu'on parle de manque d'eau, que ce soit un manque d'eau au Québec, en France, en Afrique, etc. Il y a quand même plusieurs points communs. Et je pense qu'on aurait vraiment avantage à faire davantage que des séminaires et d'aller même carrément dans des projets d'intercomparaison avec des comparaisons peut-être un petit peu plus qualitatives, naturellement, et peut-être un petit peu moins quantitatives à certains égards. Ceci étant dit, on pourrait parler assez longuement de ces idées d'intercomparaison, peut-être revenir à une question peut-être plus de base pour toi, Denis. Comment les besoins des différentes parties prenantes se manifestent chez vous dans votre région? Oui, alors c'est vrai que ça s'est manifesté dans la région par une forme de quelque part une demande politique, un peu à l'image de ce que tu as évoqué pour Ouranos. C'est la région Aquitaine à l'époque et Nouvelle-Aquitaine maintenant, qui, dans le cadre de ce qui va être présenté tout à l'heure de sa programmation politique, a considéré qu'elle avait besoin de s'appuyer sur des savoirs scientifiques robustes. Et donc, c'est venu de cette impulsion régionale, mais on voit qu'il y a beaucoup d'autres acteurs à l'échelle territoriale. Ça peut être des filières professionnelles, comme des filières agricoles, par exemple, ou la filière viticole, qui s'interroge beaucoup sur les impacts du changement climatique et les effets que ça va avoir. Mais ça peut être aussi des secteurs ou des domaines comme la gestion de l'eau, hein, qui dans le sud-ouest de la France, ça va être une situation qui va beaucoup changer le changement climatique. Donc aujourd'hui, il y a toute une série d'acteurs qui s'interrogent sur quelles sont les bonnes références qu'il faut mobiliser pour passer à l'action. Et je crois que là, ça plaide pour que nos travaux puissent être non seulement multipliés et affinés, mais aussi diffusés et partagés. Et ça, c'est le travail qu'on mène entre Futuract et Acclimatera pour mettre à disposition des connaissances sur ces sujets. Bon, je pourrais te retourner la même question. Je sais que vous avez des acteurs historiques, mais est-ce qu'il y a des manifestations, des attentes de la société qui vous font écho à vos travaux? Oui, tout à fait. Puis en fait, ce que tu as dit est tout à fait valide pour le Québec aussi, là, donc raison de plus pour peut-être collaborer davantage et comprendre ce qui se passe dans des régions ou d'autres et pouvoir potentiellement anticiper. Peut-être quelques points que je pourrais ajouter, c'est qu'on constate aussi de plus en plus que les regroupements qui nous contactent sont souvent rendus à différentes étapes là, du cycle d'adaptation. Donc, il y en a qui sont tout nouveaux à l'adaptation et donc qui nous posent des questions qui, par exemple, qui cherchent à savoir quels sont les enjeux qui vont émerger au cours des prochaines années, etc. Et ça, le type de science que l'on doit faire pour
avancer avec ces parties prenantes-là implique peut-être davantage de sciences du climat, c'est-à-dire à déterminer quelles sont l'ampleur des changements climatiques et la vulnérabilité de certaines infrastructures, alors que d'autres utilisateurs, eux, sont rendus ni plus ni moins à l'évaluation de l'efficacité de différentes options d'adaptation. Et donc, là, des analyses socio-économiques, coût, efficacité, etc., seront davantage nécessaires. Donc, il y a ce volet de à quelle étape du cycle d'adaptation on est rendu qui module le type d'intérêt et de demande. Et naturellement, un des autres aspects qui, je suis convaincu, est valide aussi en Nouvelle-Aquitaine, c'est les enjeux territoriaux. C'est-à-dire que bon, le Québec a certaines régions très urbanisées, il y a des banlieues, il y a des régions rurales, forestières, des régions côtières, des régions isolées, des régions arctiques. Et donc, le type de besoin et l'urgence de l'action en adaptation peut varier selon ces contextes-là, qui ne sont pas que des contextes biophysiques, ce sont aussi des contextes culturels. Lorsqu'on parle d'adaptation au changement climatique à un urbain versus à quelqu'un qui habite aux îles de la Madeleine, au Québec, c'est souvent complètement différent. Et donc, en tout cas, merci pour cette discussion-là qui pourrait durer bien longtemps, mais qui visait surtout à mettre la table à nos deux conférenciers pour ce premier séminaire Québec-France. Donc, j'espère que vous avez apprécié les premières discussions, mais je pense que ça va être encore plus intéressant pour les présentateurs à venir. Donc, le séminaire du jour va être offert grâce à deux interventions. Le titre du séminaire s'appelle « De la science à la prise de décision dans l'adaptation des changements climatiques, enjeux, défis et perspectives pour la relation entre les chercheurs et les administrations publiques ». Et le premier, donc deux panélistes, le premier est Éric Thiroux, sous-ministre adjoint au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de 2017 à 2020. Il a été membre du conseil d'administration d'Ouranos et donc au Québec, il est probablement l'une des personnes idéales à qui parler pour justement parler du sujet du rôle des chercheurs en lien avec les administrations publiques. Et la deuxième présentation sera donnée par Mme Françoise Coutan, qui est vice-présidente du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui est en charge du climat et de la transition énergétique depuis 2016. Et donc, Éric, je te laisse la parole pour parler de ce sujet assurément intéressant et passionnant. Merci, merci Alain. Merci aux organisateurs de ce séminaire de m'avoir convié à partager ma lecture de ce sujet super intéressant et très mobilisant aussi pour les équipes qui y travaillent. Je me réjouis de cette perspective ou cette approche comparée pour y avoir milité ardemment alors que je siégeais au conseil d'administration d'Ouranos. Donc, premier point que je voudrais mentionner, c'est que ma perspective n'est pas celle d'un scientifique. Donc, je veux me dédouaner en partant, ce n'est pas mon rôle. Elle est celle plutôt d'un administrateur d'État qui a dirigé l'élaboration de nombreuses politiques publiques et en particulier le plan pour une économie verte que le gouvernement du Québec a lancé en novembre dernier. Deuxième point avant de débuter ma présentation, pour nos amis français et africains, c'est important de souligner que le titre de sous-ministre adjoint ne fait pas de moi un intervenant politique. Je ne suis pas un élu, je suis un membre de la haute fonction publique, donc dans l'administration publique québécoise. Le premier fonctionnaire est le sous-ministre en titre et il est accompagné de sous-ministres adjoints qui dirigent des secteurs. Et dans mon cas, donc, j'ai eu le privilège de diriger le sous-ministériat adjoint au changement climatique pendant 3 ans. Ma présentation aura 3 parties. Première partie, enjeux et défis de la science à la prise de décision climatique depuis la perspective du pouvoir public. Deuxième point, la science et l'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques contemporaines du Québec, donc illustrer comment on a pris en considération les enjeux liés
à la prise de considération de la science dans l'élaboration de nos politiques publiques contemporaines en changement climatique au Québec. Et je terminerai par ce que j'ai appelé des perspectives et des conditions gagnantes. Donc, du côté des enjeux et défis de la science à la prise de décision en adaptation au changement climatique, depuis la perspective du pouvoir public, quelques observations. Le premier point, pour moi, c'est ce que j'appelle le difficile engagement des administrations publiques en adaptation au changement climatique. Pourquoi? Premier aspect, c'est on doit reconnaître qu'il y a la réduction des gaz à effet de serre ou l'atténuation des gaz à effet de serre occupe une place prépondérante dans le débat public par opposition à l'adaptation au changement climatique. On le voit dans toutes les communications de nos gouvernements, que ce soit au niveau gouvernemental ou même des organisations internationales, les interventions du secrétaire général des Nations unies, de nos chefs d'État et de gouvernement. L'accent est généralement mis uniquement sur le volet réduction des gaz à effet de serre. C'est vrai également dans les forums internationaux, que l'on pense aux travaux du GIEC, mais aussi au Forum économique mondial. On constate qu'à nouveau, l'accent est mis sur la réduction des gaz à effet de serre ou l'atténuation. C'est même vrai dans la Convention de Paris elle-même. Lorsque l'on regarde ou qu'on lit l'ensemble de la Convention, ce que l'on note, c'est oui, il y a un énoncé de principe ou une référence à l'adaptation au changement climatique, mais quand on regarde l'article 7 de la Convention de Paris, on y voit une reconnaissance du principe général dans des termes assez généraux aussi. Donc, les parties reconnaissent que l'adaptation est un problème mondial qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales. Et dans l'aspect scientifique, le paragraphe 7 de l'article 7 de la Convention, excusez, étant juriste de formation, pour moi, c'est quand même une référence importante. Donc, les parties devraient intensifier leur coopération en vue d'améliorer l'action pour l'adaptation compte tenu du cadre de l'adaptation de Cancun, notamment afin d'échanger des renseignements, des bonnes pratiques, des expériences, des enseignements pour ce qui est des connaissances scientifiques et d'améliorer les connaissances scientifiques sur le climat, y compris la recherche, l'observation systématique du système climatique et des systèmes d'alerte précoce. Donc, on le voit, là, il y a une référence de portée, je dirais, générale quant à l'importance de la science, mais il n'y a pas d'éléments précis. On ne pouvait pas aller inscrire des principes aussi détaillés que ceux qui ont été énoncés à l'égard de l'atténuation des gaz à effet de serre. Par contre, pour compléter sur le point de l'adaptation, toujours à l'article 7, paragraphe 10, on mentionne que chaque partie devrait, selon qu'il convient, présenter et actualiser périodiquement une communication sur l'adaptation où pourront figurer ses priorités, ses besoins en matière de mise en œuvre et d'appui. Lorsqu'on va sur le site de la Convention, ce que l'on constate, c'est qu'il y a uniquement, alors que tous les États dans le monde, pour ainsi dire, ont adhéré à la Convention de Paris, maintenant que les États-Unis sont de retour, mais on constate qu'il y a uniquement 21 États qui ont déposé de tels plans d'adaptation et de ces 21 États, uniquement 3 sont déposés incidemment en français. Donc, on le voit, l'importance de l'adaptation au changement climatique est différente. L'autre élément qui souligne, à mon avis, la place prépondérante de la réduction des GES, c'est dans la mobilisation de la société civile, que ce soit les grandes marches publiques, les discours de Greta Thunberg et autres. À nouveau, l'accent, l'emphase est mise sur la réduction des GES. Donc, ça, c'était ma première observation. La deuxième, c'est la science de l'adaptation a, selon moi, un rapport inversement proportionnel à ses effets. On constate que les efforts mis au regard de l'atténuation des GES, les États investissent énormément en recherche, en développement des connaissances et
en investissement public pour atteindre des objectifs et des résultats de façon lointaine. Donc, on le voit dans le débat public actuel. On vise surtout la carboneutralité à l'horizon 2050. En comparaison, lorsqu'on regarde du côté de l'adaptation au changement climatique, on constate que malheureusement, les investissements sont beaucoup de moindre importance, que les recherches sont plus difficiles à financer, alors même que les effets des changements climatiques sont tangibles et immédiats et que les coûts sont en augmentation constante. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est difficile de prioriser les investissements en adaptation au changement climatique. On l'a constaté au Québec. C'est aussi une donnée avec laquelle nous devons composer. Troisième observation, porte sur le développement d'indicateurs. Selon moi, cela justifie aussi, ou explique plutôt que justifie, explique pourquoi il est plus difficile d'avoir des investissements publics en adaptation. C'est qu'en comparaison à nouveau avec l'atténuation, il est plus difficile de développer des indicateurs, particulièrement des indicateurs de retombées dans le secteur de l'adaptation au changement climatique, car de tels indicateurs portent nécessairement sur une réalité multifactorielle et comment évaluer le coût, le juste coût ou la portée, par exemple, des inondations, des risques d'érosion côtière, d'approvisionnement en eau ou les coûts liés à des canicules. Pourtant, ce sont des investissements majeurs et essentiels. Donc, il y a là tout un travail auquel les organismes comme Ouranos ou les organismes du côté de la Nouvelle-Aquitaine, j'imagine que même sur une base régionale, on doit travailler au développement de tels indicateurs. Mon dernier point dans cette partie 1 porte sur la production des données probantes. Il y a un enjeu auquel est confronté en particulier Ouranos, mais tous les organismes qui travaillent ou les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, c'est l'accès aux superordinateurs. Donc, il faut composer avec des systèmes ou des données scientifiques qui sont de plus en plus larges. Et pour ça, on a besoin du temps de calcul sur des superordinateurs. Donc là, il y a un enjeu d'accessibilité pour produire des données probantes. Tout l'enjeu aussi lié à la modélisation en climat futur et évaluer les risques liés au changement climatique. Pour moi, ça rentre dans la production des données probantes qui pourraient nourrir des investissements publics ultérieurs. Donc, je dirais que ce sont les points que je souhaitais faire en termes d'enjeux et de défis quant à la prise de considération de quant à la science dans la prise de décision publique. Deuxième partie, la science et l'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques contemporaines du Québec. Le Québec s'est engagé historiquement assez tôt et par rapport à l'enjeu climat, on se rappellera qu'il a été à la base d'un rôle pour les entités infranationales, donc ce que l'on appelle en anglais les subnationals. Donc, le Québec a eu une action à la fois délibérée, résolue en matière de changement climatique, bien sûr qui portait principalement sur la réduction des gaz à effet de serre à l'origine. On a développé au Québec, d'une part, et la loi imposait au ministre de l'Environnement de déposer des plans d'action en changement climatique, ce qui a été fait. Donc, on a connu un premier plan en 2006, puis un autre plan en 2013-2020. Le Québec a développé une bourse du carbone en partenariat avec la Californie. Mais tout ça a mené à certains constats qui faisaient en sorte qu'il y avait besoin de reconsidérer les règles liées à la gouvernance climatique
Et c'est ce qui a amené le gouvernement à présenter ce qu'on appelle ici le projet de loi 44, qui s'intitule « Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification ». Et dans l'élaboration de ce projet de loi, ce que je voudrais faire ressortir, c'est l'apport de la science en lien avec le thème dont on traite aujourd'hui. Il nous apparaissait important justement de faire en sorte que les décisions publiques puissent être fondées sur une analyse scientifique. Bien entendu, ultimement, toute décision qui relève du politique fait entrer en jeu de nombreux facteurs et la décision ultime relève du politique. Mais il faut s'assurer, nous, comme administration publique, de fournir à la fois des données probantes, mais un contexte par lequel on peut s'assurer que les décisions seront prises dans le respect des données scientifiques. Le premier moyen par lequel on est venu comme encadrer l'exercice de la décision publique, c'est en créant de façon formelle et non plus de façon ad hoc comme c'était le cas auparavant, un comité consultatif sur les changements climatiques. Pour ce faire, nous nous sommes grandement inspirés des pratiques que l'on connaît au Climate Change Committee de Grande-Bretagne, du Haut Conseil pour le climat en France, du Climate Change Commission en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'aimerais vous lire quelques extraits de la loi, puisqu'elle a été adoptée formellement. Donc, on institue un comité consultatif composé d'au moins 9 et d'au plus 13 membres qui doivent être indépendants et le comité agit à toute indépendance. Mais pour s'assurer aussi de cette indépendance, ce qui est un peu particulier, on a mis en place une procédure de désignation des membres de ce comité, de ces 9 à 13 membres, qui repose sur le fait que le gouvernement doit nommer un président du comité après consultation du scientifique en chef du Québec, qui est nommé en vertu d'une autre loi. Et ensuite, le ministre de l'Environnement va nommer les autres membres du comité qu'il choisit parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du comité et par le scientifique en chef. Donc, on s'assure d'une composition scientifique ou d'une approche scientifique quant au rôle du comité conseil. Et, un dernier élément à cet égard, les membres doivent avoir collectivement une compétence et une expérience significative et pluridisciplinaire en matière de lutte contre les changements climatiques et la majorité doit être issue du milieu scientifique. Donc, l'objectif poursuivi en constituant ce comité qui a pour mission de conseiller le ministre sur à la fois les orientations, les programmes, les politiques, les stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques, c'était de s'assurer que le conseil de base reposerait sur des assises scientifiques et non pas sur, je dirais, les compromis issus de tractations entre divers lobbies industriels, environnementaux, commerciaux, etc. Donc, et pour rassurer aussi que ce rôle-là puisse se jouer en toute transparence, de façon formelle, la loi rend obligatoire que le fait que les avis que donnera le comité seront nécessairement publics 30 jours après leur transmission au ministre. Donc, on le voit, là, il y a une assise scientifique qui est bien ancrée dans le projet de loi, eu égard au rôle du comité. Par ailleurs, on est venu dans cette loi modifier ou ajouter des pouvoirs au ministre de l'Environnement, en particulier en matière d'adaptation. Le ministre peut donner des avis à ses collègues, les autres ministres, pour favoriser la lutte contre les changements climatiques, notamment lorsqu'une mesure ne permet pas une adaptation suffisante au changement climatique. On a ajouté en plus un pouvoir de directive qui lie les ministères pour l'intégration des risques liés au changement climatique dans l'adaptation à ceux-ci. Donc, dans la loi même du ministère de l'Environnement, on constate que
le ministre a de nouveaux pouvoirs importants. Donc, ça, c'est pour le projet de loi. Le deuxième volet des politiques contemporaines, donc dans la suite logique dans cette séquence, c'est le plan pour une économie verte 2030, où on a intégré la séquence savoir, s'outiller, agir. Donc, par cette intégration dans la politique cadre, donc qui établit les politiques et les principes et orientations que le gouvernement doit suivre dans sa lutte au changement climatique. Le gouvernement reconnaît l'importance du développement des connaissances et des trajectoires d'adaptation permettant de planifier de façon structurée les interventions gouvernementales. Donc, on le voit, le PEV, puisque c'est son acronyme, on y reconnaît l'importance du savoir et donc de la science. Donc, il faut pour ce faire, et c'est ce qu'on indique au PEV, donc le gouvernement encouragera un développement des connaissances collaboratifs, inclusifs et multidisciplinaires. L'objectif est de favoriser la prise en compte simultanée des dimensions sociales, environnementales et économiques de l'adaptation. Les connaissances locales seront prises en considération, de même que les savoirs et pratiques traditionnelles et autochtones. Oui, bonjour, que se passe-t-il? Oui. Je ne sais pas, est-ce que je suis toujours en ligne? Oui, tu es toujours en ligne. Il faut juste s'assurer de fermer les micros, s'il vous plaît. Merci. OK. Sauf le mien, bien sûr, Alain. Bien sûr. Donc, on le voit, le PEV a intégré cette dimension et il faut reconnaître que le défi d'intégrer l'adaptation au changement climatique au PEV en été un de taille, puisque, à nouveau, les principes en adaptation au changement climatique sont des principes généraux par opposition à des actions concrètes et des budgets spécifiques qui sont plus faciles à déterminer en matière de réduction des gaz à effet de serre. Et à cet égard, je tiens à souligner le travail s'est fait, l'élaboration de cette politique cadre du gouvernement s'est fait aussi à partir de travaux de divers groupes de travail de la société civile. Et je veux souligner l'importance du travail réalisé par Alain Bourque, qui a co-dirigé un groupe de travail sur l'aménagement et l'adaptation au changement climatique. Le dernier élément en termes de politique contemporaine, c'est le plan de mise en œuvre. Donc, le PEV établit comme politique cadre les principes et orientations qui vont gouverner l'action gouvernementale pour la période 2021-2030. Mais le plan de mise en œuvre, lui, repose sur les mesures, quelles mesures le gouvernement va financer au cours des 5 prochaines années. Et il faut savoir qu'au Québec, 100% des fruits du marché du carbone et un marché du carbone qui a la plus large couverture en termes de marché du carbone au monde, 83% des émissions au Québec sont visées par le marché du carbone. Donc, l'ensemble de ces revenus-là font en sorte que, en matière de lutte au changement climatique, au cours des 5 prochaines années, le budget total que le gouvernement investira uniquement à partir de cette source-là, mais il y a également d'autres sources gouvernementales, ça représente 6,7 milliards de dollars. Et là, on le voit, l'importance respective, 6,7 milliards de dollars d'une part au total, mais en adaptation au changement climatique, ce sont des investissements de 384 millions de dollars et 56 millions en acquisition de connaissances. Par exemple, dans la cartographie, l'analyse de risques, la prévention des risques d'inondation, d'érosion côtière et en particulier l'enjeu des infrastructures nordiques. Donc, on le voit, et ces sommes serviront également à l'acquisition de connaissances, aux enjeux de maintien des infrastructures pour la collecte de données. Donc, un élément essentiel. Mais je dois reconnaître que pour que ces principes figurent à la fois au PEV et surtout au plan de mise en œuvre en termes d'investissement, il faut constamment rappeler aux autorités politiques l'importance de ces investissements et de leur portée, alors même qu'ils ont un impact immédiat sur la vie de nos concitoyens. Alors voilà pour les politiques contemporaines. Je terminerai par quelques points en termes de perspective. Mon premier point porte sur l'importance
Au Québec, on ne pourrait pas faire tous ces avancées en matière d'adaptation au changement climatique si nous n'avions pas le privilège d'avoir un organisme frontière comme Ouranos, donc que Alain a présenté en début de séance. Deuxième point en termes de perspective auquel il faut réfléchir selon moi, c'est la parole scientifique. Quels enseignements allons-nous tirer de la présente pandémie, donc de la COVID-19, la portée de la parole scientifique auprès des décideurs, auprès de la société civile et dans les réseaux internationaux? Pour moi, il y a une analyse à faire pour s'assurer que les enseignements utiles en soient tirés pour que l'on puisse prendre en compte la science en adaptation au changement climatique. Troisième point de perspective, force est de constater, et le partenariat du présent séminaire aujourd'hui en atteste vivement, il faut œuvrer avec les intervenants locaux, pas uniquement les gouvernements centraux. Il y a un lien à faire nécessaire avec l'aménagement du territoire, ce que illustrait par ailleurs le groupe de travail auquel je viens de référer. Il faut travailler avec les réseaux municipaux, il faut travailler avec les développeurs locaux, que ce soit du tourisme, de la construction, de l'industrie. Mais il faut aussi travailler avec les associations ou les ordres professionnels, puis les associations d'intérêt. Je pense ici, par exemple, au monde agricole, au monde forestier. M. Sall a référé plutôt au secteur viticole. Donc, il faut s'assurer d'un travail au regard de la formation initiale des professionnels, mais aussi de la formation continue. Je terminerai par des conditions gagnantes, selon moi, pour qu'il y ait une meilleure place de la science en adaptation au changement climatique. Il faut faire une implantation réelle d'une évaluation climatique des choix gouvernementaux par rapport au climat futur. Il faut s'assurer de l'exemplarité de l'État dans ses actions et dans les choix qu'il fait au regard du développement des infrastructures publiques, donc à la fois dans ses appels d'offres, les édifices gouvernementaux, où on construit les écoles, les hôpitaux, etc. Il faut des mécanismes de suivi et de reddition de comptes avec des organismes de surveillance, des chiens de garde, comme le Comité consultatif en changement climatique. Autre enjeu, autre condition gagnante, selon moi, on a besoin d'une communication vulgarisée. Je ferai le parallèle, bien sûr, nos amis français ou africains connaissent sans doute moins, mais au Québec, on a une chaire de recherche en études diplomatiques et stratégiques à l'Université du Québec à Montréal qui s'appelle la chaire Raoul Dandurand. Et les professeurs se sont donnés comme mission un peu de sortir de leur tour d'ivoire et de vulgariser ces enjeux-là, de sorte que dans les médias et les communications plus grand public, les chercheurs de la chaire Raoul Dandurand interviennent fréquemment et ont su développer une approche vulgarisée de ces enjeux par ailleurs complexes. Donc, il faudrait trouver un peu de façon analogue, faire une communication vulgarisée en changement climatique et en particulier en adaptation. Il faut aussi développer des indicateurs d'adaptation au changement climatique à partir de données probantes, comme c'est le cas ou comme on peut le faire, que peuvent le faire les ingénieurs au regard des enjeux d'atténuation des gaz à effet de serre. Et enfin, je terminerai par l'importance, étant donné ce qui nous rassemble aujourd'hui, le support aux États francophones pour le développement de plans nationaux d'adaptation. Au Québec, on a développé le programme de coopération climatique internationale pour lequel d'ailleurs on a reçu un prix des Nations Unies. Mais essentiellement, les projets soutenus par le PCCI sont des projets en adaptation au changement climatique et en renforcement des capacités, mais on le fait au regard d'un partenariat avec des agents locaux et des organismes québécois. Donc, il faut développer ce genre de programme comme est le PCCI et il faut développer, selon moi, je terminerai là-dessus, des approches comparatives comme celles que nous faisons aujourd'hui, donc l'intercomparaison en termes qualitatifs. Et puisqu'il est 9h41 à l'heure du Québec et que je vais jusqu'à 9h40, je vais compléter en vous remerciant de votre attention. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Théroux.
Donc, je vais, avant de donner la parole à Françoise Coutan, je vais vous adresser une question assez courte et puis on reprendra la discussion, si vous voulez bien, après, avec l'ensemble du public. Donc, ma question, bon, après votre exposé très, très riche et très dense où on voit toutes les dynamiques qui se développent au Québec, ma question, elle portait sur ce que vous avez évoqué sur les indicateurs. Tout le monde a conscience qu'il y a des besoins d'indicateurs, mais j'aurais voulu que vous nous précisiez un peu. C'est une question assez difficile parce que je crois que derrière ce terme, tout le monde ne met pas la même chose. Et j'imagine que pour une administration, évaluer, c'est peut-être pas la même chose que pour des scientifiques. Donc, dans votre esprit, quelle est la nature de ces indicateurs, des indicateurs de résultats ou de changement, des indicateurs de processus, on pourrait dire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce qui serait, d'après vous, des indicateurs par rapport à la question de l'adaptation? Excellente question. J'aimerais bien avoir une réponse simple, mais je dois admettre mon incapacité pour ce faire. C'est un enjeu qui n'est pas propre au Québec, incidemment, là. Donc, dans les indicateurs que l'on recherche, bon, par exemple, comment, j'y vais librement, quel lien peut-on faire entre les épisodes de canicule et la mortalité des personnes âgées? Donc, comment développer un indicateur pour faire en sorte qu'il faut s'assurer que lors d'une prochaine canicule, on ait moins de mortalité. Donc, ça, mais comme la réalité, elle est multifactorielle, repose sur une pyramide démographique. Au Québec, on a une pyramide démographique qui est très âgée. Donc, est-ce qu'on peut faire une corrélation directe entre la canicule sans considérer l'état de santé et la pyramide d'âge de la société québécoise? Donc, c'est le genre d'enjeu dans le développement d'indicateurs auxquels nous sommes confrontés. Ensuite, comment s'assurer que les investissements, par exemple, en termes au regard de l'érosion côtière, bon, mais on peut certes développer des indicateurs de protection des infrastructures, mais il faut s'assurer en parallèle que les normes de construction soient telles qu'elles protègent bien les infrastructures. Donc, on le voit, ce sont des enjeux majeurs, mais et pour l'avoir constaté dans les discussions avec les autorités politiques, cette difficulté à avoir ou à développer des indicateurs fait en sorte qu'il est plus difficile d'un point de vue communicationnel pour les autorités publiques de faire des investissements en adaptation au changement climatique. Donc, vraiment, là, on a un travail à faire et je crois que, bon, c'est vrai au Québec, on le reconnaît, au Canada, le gouvernement fédéral, même chose, travaille à l'élaboration d'indicateurs, mais je pense qu'on va devoir aussi travailler en coopération internationale à avoir des indicateurs analogues pour, à nouveau, avoir une base comparative. Très bien, merci beaucoup. À ce propos, d'ailleurs, nous, on a un groupe de travail sur les indicateurs dans notre réseau Futuract. Donc, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur ces questions-là. Je vous invite tous à abonder vos questions dans l'espace d'échange et de conversation. Et je vais de suite donner la parole à Françoise Coutan, donc, qui est élue au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et qui a en charge le gros dossier du climat et de la transition énergétique. Et elle va nous présenter, je pense, quels sont les projets et les actions et les politiques qui sont menées en Nouvelle-Aquitaine. Alors, je vais partager l'écran et Françoise, je te donne la parole et je t'invite à commencer de suite. Voilà. Merci Denis. Bonjour à toutes et tous. Non, excusez-moi. Donc moi, je suis évidemment ravie d'être là pour partager les politiques présentées, ce que nous menons comme action politique en faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques, tout ce qui touche aux questions de transition énergétique. Donc merci de cette invitation pour faire partager nos expériences et puis mutualiser aussi ces expériences que nous avons les uns et les autres et qui permettent évidemment d'optimiser les actions que nous souhaitons mener. Merci Denis. Voilà. Donc vous avez
présentation. Alors, la région Nouvelle-Aquitaine, je voulais quand même préciser, c'est une très grande région française, la plus grande certainement, qui, depuis 2016, résulte de la fusion de 3 autres régions. Donc, c'est plus de 80 000 km² et c'est près de 6 millions d'habitants. Donc, c'est un petit pays avec une grande diversité de territoires, une grande diversité en termes de paysages, mais aussi en termes de fonctionnement et de culture. Donc, la question de l'action régionale doit trouver ses fondations, à mon sens, dans la vraie typologie de chacun de ces territoires, et c'est ce que j'essaierai de développer aussi dans mon exposé. Depuis le début de ce mandat, je me base sur trois piliers de l'action régionale qui, pour moi, sont absolument essentiels pour être efficace et efficient. Et donc, si tu peux passer à la slide suivante, Denis, s'il te plaît. Possible. Bon. Vous la voyez? On voit que la première, là. On voit pas la seconde. Excuse-moi. Bon, c'est pas très grave. Je te laisse continuer, je vais y arriver. Excuse-moi, moi je la vois, mais vous ne la voyez pas. Mais non, on ne la voit pas. Enfin, moi, je ne la vois pas en tout cas. Donc oui, le premier pilier que je voulais évoquer, c'est Acclimatera, qui a été évoqué par Denis tout à l'heure. Acclimatera, qui est un comité scientifique créé en 2011 par l'ex-région Aquitaine et qui a été étendu à l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine en 2016, donc regroupant un certain nombre de scientifiques dans des sujets extrêmement divers sur lesquels la question du climat, la question des dérèglements climatiques peut avoir une empreinte importante. Donc, ce document, ce livre qui fait plusieurs centaines de pages, regroupe des éléments d'évaluation concernant le climat et les conséquences, les impacts que ça peut avoir sur notre région, d'ores et déjà. Et c'est en cela aussi que c'est intéressant parce que, bon, c'est de moins en moins, mais ça arrivait très souvent de voir des propos qui étaient de dire, parler de la fin du siècle, parler de certains territoires, et on se rend compte avec ce document qui a été fourni par Acclimatera que les dérèglements climatiques, c'est ici et aujourd'hui. Ici aussi en Nouvelle-Aquitaine, avec des secteurs qui sont d'ores et déjà très concernés par ces questions. Alors ça ne va faire que s'amplifier avec le temps, et nous, notre travail, eh bien, c'est quand même de se baser sur ces éléments factuels que moi, je qualifie d'incontestables. En tant que scientifique moi-même, j'ai tendance à avoir confiance en la science et j'ose espérer qu'un maximum de mes concitoyens en font de même. Mais ces bases scientifiques, elles me semblent incontournables pour pouvoir légitimer aussi et conduire des politiques publiques ambitieuses. C'est une vraie base de travail pour nous, un outil de référence. Donc, ce comité scientifique qui est piloté par Hervé Letreut a fondé son travail sur la communication aussi, l'échange avec un certain nombre de... Alors, je suis toujours à l'ancienne, là, Denis, mais ce n'est pas grave, c'est que je n'avance pas vite. Tu veux me dire qu'il faut que j'aille plus vite. Donc, ce document Acclimatera est absolument essentiel. Bon, je passe vite. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui est important pour mener des politiques régionales efficientes, c'est l'AREC. Excuse-moi, Françoise, c'est moi qui ai fait une fausse manip. Je reviens sur la diapo d'avant. D'accord, on va y arriver. Donc, l'AREC, qui est l'Agence régionale d'évaluation environnement et climat. Et ce deuxième pilier sur lequel je fonde ma manière de travailler, permet de fournir des données extrêmement intéressantes en termes de production de gaz à effet de serre, tout secteur confondu à l'échelle de la région et par territoire, permet de fournir également les consommations d'énergie, tout secteur confondu, que ce soit les transports, l'habitat, l'industrie, etc. Et puis, la production d'énergie renouvelable par territoire et par type d'énergie renouvelable dans notre région. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant puisque chaque année,
nous avons ces données chiffrées. Et ces données chiffrées nous permettent aussi d'évaluer la pertinence, l'efficacité des politiques que nous menons. Et puis enfin, il y a ce troisième pilier qui, à mon sens, est essentiel en termes de gouvernance. C'est donc le COPTEC, le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, que nous avons créé dès 2016 et qui tente à approcher ces questions-là de manière transversale, ce qui est absolument indispensable. Et malheureusement, on a bien conscience, je pense que la plupart des gens, des citoyens et des citoyennes en ont conscience, d'un fonctionnement en silo de nos collectivités. Et quand on parle de transition énergétique, quand on parle de politique climatique, eh bien, on aborde aussi bien les questions de transport, de développement économique, de formation, d'habitat, de logement, d'environnement, d'énergie. On est sur des secteurs d'intervention extrêmement divers, donc on a besoin d'avoir cet organe de fonctionnement transversal. C'est ce que tente à faire le COPTEC en mettant de la transversalité dans le fonctionnement des différents services de la région et en les engageant à travailler ensemble pour des politiques publiques plus efficaces. Et puis, au sein de ce COPTEC, nous avons aussi mis en place un comité régional des acteurs, donc une gouvernance externe, qui compte aujourd'hui près de 600 structures. Alors, ce sont des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, le monde de l'entreprise, le monde de l'agriculture, des transports, les collectivités locales, l'État bien évidemment, le monde de l'énergie, donc tous ceux qui ont un lien direct ou indirect avec les questions de transition énergétique et donc forcément de lutte contre les dérèglements climatiques. Donc on les réunit régulièrement, 2 fois par an, pour traiter d'un sujet particulier et mutualiser les pratiques des uns et des autres au sein de la région et parfois en dehors de la région, puisqu'on a régulièrement des intervenants européens ou nationaux qui viennent faire partager leurs actions, leurs activités, leurs expérimentations et essayer là encore de nourrir les politiques de la région et les politiques infrarégionales pour les territoires infrarégionaux. Donc c'est extrêmement important en conservant là un triptyque de fonctionnement pour ce qui concerne la transition énergétique, d'aller vers en priorité ce qu'on appelle la sobriété énergétique, ensuite l'efficacité énergétique et puis le déploiement des énergies renouvelables. Donc cet organe de gouvernance est absolument essentiel. Et on a utilisé ce comité régional des acteurs du COPTEC pour travailler à un document de planification essentiel dans notre région qu'on appelle le SRADET. Alors, je vous explique le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, un document de planification qui couvre différents volets, dont un volet climat et énergie dont j'ai eu la charge. Et nous l'avons construit, co-construit avec le comité régional des acteurs du COPTEC, mais aussi en allant à la rencontre des différents territoires de la région pour voir comment, au regard des objectifs nationaux, parce que l'objectif est quand même de répondre aux accords de Paris, mais de répondre aussi à un certain nombre d'objectifs nationaux. Parfois, nous avons nos propres objectifs plus ambitieux que les objectifs nationaux, mais tout cela est à travailler avec les territoires, est à travailler avec les citoyens, est à travailler avec tous les acteurs du territoire, et donc de permettre là aussi une efficience plus grande dans la mise en œuvre. Donc, document de planification travaillé au sein de ce COPTEC, et puis également des appels à projets pour, là encore, les rendre beaucoup plus efficaces, les rendre acceptables par les territoires infrarégionaux. On peut travailler des appels à projets au sein de cette instance, et notamment l'un dont je suis assez fière, l'appel à projet participatif et citoyen, qui permet, là encore, aux territoires de prendre en charge, en lien avec la région et accompagnés par la région, prendre en charge leur politique de transition énergétique en mettant en place des projets soit liés aux économies d'énergie, soit liés au déploiement des énergies renouvelables, en permettant une meilleure appropriation par les citoyens des projets qui les concernent directement. Parce qu'on a ce sujet-là en France, et en France globalement, mais notamment en Nouvelle-Aquitaine, de recours liés à des collectifs citoyens d'opposition à un certain nombre de projets. Et c'est extrêmement pénalisant au final.
Et ça vient souvent du fait d'un manque de travail en amont, d'un manque d'appropriation de ces questions-là par les territoires. Alors, ce n'est pas un manque de volonté des territoires de s'approprier ces questions-là, mais c'est tout simplement qu'ils ne sont pas forcément toujours associés par les porteurs de projets et c'est bien regrettable. Donc, on essaie de pallier à cela en mettant en place les dispositifs qui permettent d'associer au maximum en amont les acteurs des territoires et notamment les citoyens. Donc, ce document de planification, il est essentiel, mais c'est un document de planification avec des règles, avec des objectifs. Et puis, les actions sont à construire par ailleurs. Et donc, on a également mis en place une feuille de route que nous avons appelée Néoterra. C'est sur la slide suivante, s'il te plaît, Denis. Néoterra, une feuille de route qui a conduit, là aussi, à un travail très transversal de la part des services de la région. Et on a 11 ambitions dans cette feuille de route, donc qui va arriver sans doute, que vous allez pouvoir voir, parce que je ne vais pas vous lire les 11 ambitions, ce serait un peu fastidieux. Mais cette feuille de route Néoterra est une déclinaison opérationnelle du travail qui a pu… Pardon ? Tu ne la vois pas, Françoise? Non, moi je ne la vois pas. Mais Denis, on dirait que lorsque tu changes les transparents, c'est seulement sur ton ordinateur que ça change et pas pour nous. Ouais, ben, je ne sais pas. Mais enfin bon, donc toujours est-il que cette feuille de route, elle vise à donner… Voilà, parfait, merci. Elle vise à donner toute la transversalité nécessaire quand on parle de transition énergétique et écologique et de politique en faveur du climat. Et en revanche, même si on a réussi à construire cette feuille de route de manière très transversale, eh bien, sa mise en œuvre va nécessiter aussi une organisation transversale de la part des services de la région. Et c'est là qu'on a une difficulté en France et en Nouvelle-Aquitaine notamment, que ce soit la collectivité régionale ou les collectivités infrarégionales, comme je le disais tout à l'heure, ça fonctionne un petit peu toujours en silo. Et pour être opérationnel ensuite, c'est quand même relativement compliqué. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse réorganiser les collectivités, puis la région, pour pouvoir mettre en place de manière opérationnelle ces politiques qui sont proposées dans la feuille de route. Alors, évidemment, cette première ambition qui est centrale, favoriser l'engagement citoyen pour accélérer la transition écologique, c'est une base incontournable, mais c'est intéressant d'avoir cette ambition. Comment est-ce qu'on le décline? Eh bien, c'est l'objet de plusieurs dizaines de propositions qui sont faites dans cette feuille de route et que je n'ai pas le temps de vous décliner aujourd'hui, mais c'est tout à fait visible sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine, si certains d'entre vous sont intéressés par cela. Alors, le lien maintenant avec Futuract, donc Denis parlait tout à l'heure, Futuract qui est le réseau régional de recherche sur les questions d'adaptation et de climat. Ce rôle-là, c'est, Denis l'a rappelé, produire de la connaissance, mais c'est aussi étudier, rechercher sur ce qu'on va devoir mobiliser à l'échelle de la région pour mener des actions efficaces, pour passer à l'action. Donc, on attend beaucoup du travail qui est mené en ce moment, enfin qui va démarrer au sein de Futuract. Donc, c'est sur la slide suivante. Pour créer des ponts vers l'adaptation au dérèglement climatique en travaillant toujours en interdisciplinarité. Donc ça, c'est le rôle des scientifiques, des chercheurs en lien bien sûr avec les acteurs du territoire, parce que si on se déconnecte, ça ne va pas fonctionner, avec toujours cette approche systémique qui est absolument indispensable. On l'a évoqué à plusieurs reprises, rapprocher science et société, qui est absolument là aussi indispensable. La science sert de base, me semble-t-il, avec ses éléments factuels, incontestables, mais la société et les citoyens doivent pouvoir s'approprier ces questions-là. Donc, s'appuyer sur Acclimatera, que j'évoquais précédemment, est essentiel,
mais vulgariser Acclimatera, en faire en sorte qu'il y ait une véritable compréhension du plus grand nombre. Alors, en priorité, les élus, ça c'est évidemment important, les services des différentes collectivités, mais c'est aussi important de favoriser cette appropriation citoyenne. Et puis, le programme de recherche qui va s'effectuer, qui est en cours, va permettre, on l'espère, de questionner sur les verrous et les freins pour susciter le passage à l'acte, d'identifier justement ce qu'elles peuvent être les problématiques locales, donc plus à l'échelle de la région, mais bien localement, pour pouvoir enfin avoir des politiques opérationnelles. Je ne dis pas qu'on n'a pas de politique opérationnelle, je dis qu'on pourrait aller plus vite, parce que les urgences sont là, je pense qu'on en est tous convaincus, et on peut optimiser tout cela. Et toujours dans un souci de coupler des sujets qui peuvent se rapprocher, de cesser de les traiter séparément. Bon, ça, c'est le cœur du travail que je mène depuis maintenant plus de 5 ans. Et ce n'est pas toujours simple de décloisonner et d'essayer d'avoir cette approche globale, mais elle est indispensable quand on traite de sujets de ce type. Et je vous écoutais évoquer la question des indicateurs. L'identification d'indicateurs dès le départ est absolument essentielle. Et moi, je dirais que non seulement il nous faut des indicateurs qui nous permettent d'évaluer, entre guillemets, les politiques publiques, d'évaluer la pertinence des actions qui sont mises en œuvre, mais il faudrait aller au-delà maintenant et vraiment faire un travail de fond sur les questions de gouvernance, les questions d'appropriation, et donc de penser aussi à ces indicateurs de fonctionnement en termes d'organisation des collectivités notamment, mais pas seulement. Ça peut être des organisations au sein des entreprises, au sein des établissements de formation. Repenser un peu tout cela, parce qu'on a compris qu'il fallait décloisonner en termes de sujets et de thématiques par rapport au climat, mais on n'a pas forcément mis en place l'écosystème qui va bien et qui serait lui aussi décloisonné pour permettre une efficacité, une efficience plus importante. Donc, voilà ce sur quoi ce que je voulais évoquer avec vous. Et puis, je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Madame Coutan, pour cette très intéressante présentation. J'ai particulièrement aimé le transparent avec les 11 ambitions, là, alors de façon graphique, facile à comprendre. Et je regrette presque de ne pas avoir pris cette même approche pour notre groupe de travail sur l'aménagement du territoire et l'adaptation au changement climatique qui visait à faire des recommandations au ministre de l'Environnement. Alors, on avait 14 recommandations, mais on n'a pas fait de schéma aussi simple pour communiquer. Et peut-être nous aurions dû le faire puisqu'il n'a pas retenu toutes nos recommandations pour la suite des choses. Alors, avant de passer aux questions de l'ensemble des participants, d'ailleurs, il y a plusieurs questions là, qui s'accumulent dans le chat box. Je vais peut-être vous poser une question suite à votre présentation. M. Théroux a fait référence au défi de faire avancer l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, inévitablement dans l'ombre de l'enjeu de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui va la vedette. Et tout ça, ironiquement, malgré le fait que même si on réduit massivement nos émissions de gaz à effet de serre, le climat va continuer à changer pour les 2 prochaines décennies, au moins probablement, et donc des impacts supplémentaires vont s'accumuler. Comment réussissez-vous, ou pas peut-être, à faire correctement avancer le dossier de l'adaptation dans ce contexte? Je crois que la plupart des collectivités, notamment en Nouvelle-Aquitaine, prennent en compte ces questions d'adaptation et pas seulement la question de l'atténuation, car comme vous le dites, même si on met en place des politiques drastiques pour diminuer les consommations d'énergie ou les émissions de gaz à effet de serre, on va avoir beaucoup de difficultés à résorber ces dérèglements climatiques qui commencent à arriver. Je vous ai évoqué la Nouvelle-Aquitaine, on le lit très bien dans le rapport qu'a fourni Acclimatera. Les dérèglements climatiques existent d'ores et déjà. Alors évidemment, ils sont faciles à absorber aujourd'hui, mais pas forcément sur certains secteurs. Comme vous le savez sans doute, nous sommes une région viticole. La viticulture est importante en Nouvelle-Aquitaine et on a d'ores et déjà des effets
sur les vins, sur les vignobles, liées à ces augmentations de température, ces augmentations en fait ces modifications du climat au sens large, hein, puisque ce n'est pas qu'une augmentation de température. Et donc, on est obligé, on fonctionne à marche forcée, si je puis dire, puisque les vignerons et les acteurs économiques qui dépendent de ce secteur de la viticulture ont pris ce sujet à bras-le-corps pour justement trouver des solutions qui permettent de réduire les impacts. Alors, c'est valable sur ces sujets-là, mais c'est valable sur beaucoup d'autres sujets. Moi, je travaille beaucoup sur la question du bâtiment et du logement. Quand on isole un logement, OK, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Quand on travaille sur le déploiement des énergies renouvelables à la place des énergies fossiles, on réduit les émissions de gaz à effet de serre. Mais on travaille aussi à l'adaptation d'un futur où on va avoir des températures fluctuantes, plus hautes, plus basses à certaines saisons. Et donc, on est aussi dans l'adaptation. Sur l'eau, c'est un sujet qui a été évoqué aussi précédemment. C'est un sujet très important dans notre région, la gestion de l'eau. Comment est-ce qu'on va gérer les problématiques agricoles dans un avenir proche avec une réduction, une pression sur l'eau qui est plus importante et des territoires qui sont très divers entre le nord et le sud de la région. Donc, comment est-ce qu'on va gérer tout cela? Ce sont des problématiques qu'on a prises à bras-le-corps. Alors, c'est des problématiques aussi qui ne font pas l'unanimité en termes de solutions potentielles. Et c'est aussi pour ça que j'ai insisté je pense avoir insisté sur les questions d'appropriation et de faire en sorte que sur les territoires, on crée les écosystèmes favorables au fait que chaque personne qui habite un territoire se sente concernée par l'avenir de son territoire et que ce ne soit pas simplement des porteurs de projets qui viennent sans forcément connaître le territoire, et parfois des questions d'argent, parfois des questions autres, installer un projet qui est totalement déconnecté de ce que va devoir endurer ce territoire dans les décennies qui viennent. Donc, cette question d'appropriation me semble essentielle, la question de la gouvernance pour chaque projet, que ce soit des projets d'atténuation ou des projets d'adaptation. Mais bien sûr, on a lancé toute une politique en faveur de l'adaptation au dérèglement climatique dans la région. C'est incontournable. Même si je pense qu'il ne faut pas se dire parce qu'on s'adapte, bon, on va un petit peu réduire nos ambitions en termes d'atténuation. Non, il faut vraiment faire fonctionner de front ces deux volets. En tout cas, merci pour la réponse qui est vraiment assez inspirante parce qu'au Québec, on a quand même certains défis là, à travailler, avoir tendance potentiellement à travailler en silo en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et adaptation. Et c'est parfois surprenant de voir certaines actions qui se produisent dans des bâtiments, par exemple, pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais on oublie de regarder les aspects adaptation et vice-versa. Là, je veux dire, en termes d'érosion côtière, on va trouver des solutions pour tenter de réduire les risques et ces solutions-là vont contribuer à accroître les émissions de gaz à effet de serre de façon spectaculaire. Donc, il faut continuer à y travailler. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions qui s'accumulent. Et là, pour la suite des questions, j'inviterai M. Théroux à aussi répondre aux questions. Et donc, les questions vont s'adresser aux deux. Je vais tenter de les modifier pour qu'ils puissent s'adresser aux deux. Alors, une des premières questions que j'ai trouvées très intéressante, c'est la relation entre vos stratégies d'adaptation au changement climatique et le lien avec les paliers de gouvernement supérieurs. Alors, d'ailleurs, au Canada, c'est assez frappant parce que le gouvernement canadien vient récemment d'annoncer qu'il était pour développer sa première stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, alors que le Québec a déjà une stratégie d'adaptation. Donc, quels sont les liens? Et je crois que c'est un peu la même situation aussi en France, c'est-à-dire que le gouvernement national a des priorités, des stratégies en termes d'adaptation. Vous en avez aussi. Comment réussissez-vous à travailler ou est-ce que vous travaillez avec les paliers de gouvernement supérieur pour faire avancer l'adaptation? Monsieur Théroux, pour commencer peut-être? Merci Alain. Donc, je dirais que le travail avec le gouvernement fédéral dans la réalité québécoise, étant donné qu'il faut se souvenir aussi, puis c'est peut-être un lien avec une autre des questions là, qui était la place des scientifiques par rapport au pouvoir politique. Effectivement, les
les choix démocratiques des populations peuvent grandement influer. Je rappellerai qu'au Canada, le Québec a été précurseur, mais précurseur à une période durant laquelle, au niveau fédéral, il y avait un gouvernement conservateur qui était très réfractaire à toute action en matière de changement climatique, de sorte que le Québec avait passablement le champ libre, mais était aussi seul à s'y investir. De sorte qu'on a, et ça répond par ailleurs à notre propre loi et je dirais une approche nationale au Québec. En matière d'adaptation, présentement, comme en matière de réduction, je dirais que les attentes actuelles du gouvernement québécois, je dirais qu'elles sont de 3 niveaux par rapport au gouvernement fédéral. La première attente, c'est d'avoir des investissements significatifs en matière de financement de la lutte au changement climatique, tant en réduction des gaz à effet de serre qu'en adaptation, mais que ces investissements-là doivent se faire de façon complémentaire ou cohérente avec les choix qui sont faits par le gouvernement du Québec en matière de mesures à financer, donc que ce soit les infrastructures de transport public ou autres. La deuxième attente en termes de coopération, je dirais qu'elle est au niveau de l'accord de Paris lui-même, au regard et ça, la coopération est excellente, au regard de la fameuse négociation qui demeure à compléter au rulebook sur les ITMOs, donc les International Transferred, dans le fond, les crédits carbone qui pourraient être transférés d'une juridiction à une autre. Donc là, il y a une coopération au niveau des négociations internationales. Et la dernière attente, je dirais, c'est de faire en sorte que le tout soit cohérent à l'échelle canadienne, même si on doit reconnaître qu'objectivement, le gouvernement fédéral a des enjeux d'une ampleur peu commune, étant donné la diversité des réalités au Canada. Donc, on a d'une part dans l'Ouest canadien des juridictions comme l'Alberta qui sont énormément, qui génèrent énormément d'émissions de GES, donc finalement un bilan fossile très lourd, versus le Québec, où on a le privilège d'avoir, notamment en termes énergétiques, une production énergétique qui est à 99,9% sans émissions, étant donné le rôle de l'hydroélectricité. Donc, en ce sens, le Québec s'attend à ce que le fédéral puisse aussi agir pour favoriser notamment l'exportation de l'hydroélectricité vers les États américains, ce qui pourrait faciliter ou aider au bilan carbone des États-Unis tout en favorisant l'exportation d'une ressource québécoise qui est verte. Madame Coutan, j'imagine qu'il y a certaines relations avec le gouvernement national en France aussi, en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation. Oui, quand même, on respecte les lois. Donc, faut que nous ayons des relations. Alors, il existe en France une organisation qui regroupe l'ensemble des régions de France, qui s'appelle Région de France. Et nous travaillons via Région de France en lien avec le gouvernement français et notamment le ministère de la Transition écologique et sociale. Donc, sur l'obligation que nous avons de respecter les documents de planification nationaux. Je parlais tout à l'heure du STRADET, mais on a la stratégie nationale bas carbone. Nous avons construit nos documents de planification en lien avec les transitions énergétiques et écologiques selon cette stratégie nationale bas carbone. Et puis, il y a la loi climat qui est en cours de vote, enfin qui va être étudiée au Parlement dans les jours qui viennent, avec, là encore, la possibilité de faire des remontées. Et c'est ce que nous avons fait en tant que région, faire remonter nos demandes, nos amendements par rapport à la loi. Et puis, évidemment, après, la loi s'impose à nous. Mais on est obligé de respecter la loi
dans son minimum, je puis dire, ça ne nous empêche pas d'être plus ambitieux. Et je citerai un exemple. Je parlais de Néoterra tout à l'heure. Une des ambitions de Néoterra parle du mix énergétique renouvelable. Bon, le mix énergétique renouvelable en région Nouvelle-Aquitaine, on s'est fixé à 45% de production d'énergie renouvelable sur la consommation finale à l'horizon 2030. L'objectif national est de 32%. Donc, on a le droit d'être plus ambitieux. Il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit d'être moins et c'est tant mieux parce que l'ambition est quand même pas toujours importante. Il y a une démobilisation d'un certain nombre de régions par rapport aux politiques gouvernement français en termes de climat. Vous avez certainement entendu parler peut-être de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a les Gilets jaunes, mais il y a cette Convention citoyenne pour le climat, oui, qui a fait suite aux Gilets jaunes, mais aussi aux différentes marches pour le climat qui ont pu avoir lieu sur notre territoire. Et cette Convention citoyenne pour le climat a produit 150 propositions qui étaient formidables. Quand ils les ont présentées, l'une a été exclue d'office, puis là on voit qu'un certain nombre sont exclus au fil de l'avancée, au fil du temps. Donc c'est regrettable parce que donner la parole aux citoyens et ne pas en tenir compte après, c'est quand même un peu gênant. Bon, il y a des difficultés de ce type-là. On a le droit d'être plus ambitieux que ce que fait le gouvernement actuel, mais on ne fera pas sans le gouvernement et sans l'Europe. On a besoin aussi d'être cohérent par rapport à ce qui se passe à l'échelle européenne par rapport à l'échelle nationale. Les régions sont, enfin, en tout cas la nôtre est relativement immense. Pour mener des politiques ambitieuses, on a aussi besoin de financements nationaux et européens. Donc, le travail de coordination, il se fait. On a des contrats de plan État-région qui nous permettent d'avoir cette coordination. On a la gestion des fonds européens qui nous permettent d'avoir une coordination aussi avec l'Europe. Donc oui, on se parle, on discute et parfois on n'est pas d'accord. Mais parfois, et j'imagine aussi que parfois vous interprétez les choses à votre façon. Mais c'est intéressant, c'est fascinant de voir en fait les différences dans les modes de gouvernance entre le Canada et la France. Ça, c'est évident. Alors, Monsieur Denis, je crois que tu as aussi des questions. En tout cas, moi, j'ai dans le chat box, j'ai une tonne de questions. Alors, j'irai par la suite. Moi aussi, j'en vois beaucoup dans le chat box. Il y en a une peut-être qui s'adresse d'ailleurs à toi, Alain, donc qui parle des tensions entre dans les sciences de l'adaptation. On voit bien qu'il y a deux objectifs, à la fois une science orientée solution qui aide à la décision, comme on l'a évoqué, mais ça n'empêche pas que les scientifiques, on les attend toujours aussi sur le volet académique de leur publication, de l'excellence, comme on dit. Et donc, ça crée un peu des tensions pour la mobilisation des chercheurs là-dedans. Et comment les organisations frontières, demande la question, composent avec ça? Alors, je pense, moi, j'ai une idée, mais je pense que Ouranos est bien plus avancé là-dessus, parce que, bon, nous, on a fait dans les rapports, on a fait en sorte, dans les rapports à Climatera ou dans les travaux ensuite, que ces études fassent l'objet de publications aussi, donc elles puissent avoir cette reconnaissance. Mais je crois qu'une idée, c'est qu'il y ait des chaires qui soient mises en place dans les organisations frontières pour que les chercheurs puissent venir quelques années travailler dans ce contexte-là et puis repartir riches de cette expérience pour reprendre des projets, des programmes de recherche. Donc, je ne crois pas que ce soit incompatible, mais c'est la question que je t'adresse un peu, Alain. Les chercheurs qui sont à Ouranos, ils sont nombreux. Est-ce qu'ils doivent renoncer à leur parcours académique? Non, en fait c'est vrai que c'est un réel problème. C'est-à-dire que le chercheur universitaire vise avant tout l'excellence, la qualité des publications, la reconnaissance dans le milieu académique, dans les milieux scientifiques, alors que, naturellement, les gens sur le terrain, eux, veulent juste des solutions à leurs problèmes. Et souvent, le rôle d'Ouranos, ça va justement être d'être le liant ou être le facilitant afin de permettre aux deux groupes d'avancer sur ce front-là. Donc, souvent, les projets d'Ouranos impliquent des chercheurs dans le monde universitaire, donc qui vont davantage générer les publications scientifiques lors d'un projet, etc. Par contre, toutes les tâches qui sont associées avec le fonctionnement d'un projet en mode collaboratif avec le milieu municipal ou avec des organismes de bassin versant, etc., c'est là que l'organisme frontière va jouer un rôle plus important, donc va organiser les réunions, va structurer ou organiser les projets,
de façon à ce que les chercheurs, eux, puissent davantage s'attarder sur le développement de connaissances et des publications scientifiques pour réussir à faire fonctionner ce type de projet de recherche qui est effectivement assez contradictoire. Ceci étant dit, notre expérience a démontré qu'à cause de ces contraintes-là, Ouranos a peut-être tendance à travailler davantage avec de plus jeunes chercheurs qui ont aussi un certain intérêt à faire de la recherche-action, de la recherche proche des communautés. Et même tout à l'heure, Éric Théroux parlait du scientifique en chef, mais même le scientifique en chef est bien au fait de l'un de ces défis-là au niveau de la recherche et tente de trouver des façons pour mettre en branle des programmes ou même modifier les critères de sélection de projets pour ajouter des composantes de recherche-action, de recherche collaborative et d'implication de la science dans la société en général. Mais ceci étant dit, en fait, l'existence des organismes frontières montre que c'est clairement un enjeu et que donc l'organisme frontière peut venir faciliter ce type de projet-là. Très bien. On reprend une question du chat. Il y en a une pour chacun, je dirais. Monsieur Théroux, peut-être. Alors, une question vous demande, mais vous avez évoqué un peu dans votre exposé, comment peut-on s'assurer que le gouvernement sera à l'écoute des scientifiques? Cela pose la question, je crois, un peu de la redevabilité dont vous avez parlé, là, de comment rendre des comptes. Ça renvoie aussi à ce qu'a évoqué François Coutan par rapport à la Convention citoyenne sur le climat. Donc, comment se fait cette relation entre la réception de la science par les gouvernements, par les élus et par la décision? Excellente question. Il y a un enjeu permanent. Je dirais, dans ma présentation, j'ai un peu référé à l'enjeu au regard de la situation de la pandémie de la COVID-19. Donc, je crois qu'il y a des enseignements à tirer. On n'a pas eu de reconnaissance du rôle de la science comme on a présentement de la part des gouvernements quant au rôle de la science dans la pandémie. Donc, il faudra essayer d'aller déterminer quels ont été les déterminants ou les points d'ancrage qui ont permis aux scientifiques entre guillemets, de s'imposer par rapport aux orientations politiques. Le deuxième volet, je dirais, c'est de l'importance d'avoir des processus de consultation publique et de chiens de garde permanents. Donc, c'est pour ça aussi que dans le projet de loi 44 du côté québécois, on a insisté et on a obtenu le gouvernement était d'accord pour faire en sorte que le comité soit constitué majoritairement de scientifiques. Donc là, il y a une reconnaissance que le gouvernement devra aussi faire des suivis en termes de reddition de comptes. Donc, en plus de toute façon du comité du côté québécois, là, en plus du comité consultatif, on a également conféré un rôle spécifique au commissaire au développement durable au regard des enjeux de tout ce qui a trait à la gestion des fonds liés à la lutte au changement climatique. Et je dirais que les scientifiques ont clairement un rôle à jouer dans la prise de position dans la sphère publique. Faire la chaise vide et rester dans sa tour d'ivoire, si je peux simplifier, n'est pas une option. Et je pense que c'est important que les scientifiques prennent leur place non seulement par rapport au gouvernement, mais prennent leur place également par rapport à la société civile. Parce que là, on voit également que, je dirais sans appeler ça des dérives, il y a des ambitions, des fois certains discours sur la place publique et pas nécessairement des opposants, mais parfois des groupes environnementaux qui sont tellement excessifs que c'est soit utopique ou déraisonnable de penser que les gouvernements vont pouvoir suivre ces voies-là. Donc, je pense que la science a un rôle de pondération, de modération du débat, d'amener le débat dans une sphère plus logique.
Mais c'est exigeant pour le scientifique qui n'est pas habitué d'échanger sur la place publique sur ses perceptions ou le rôle même de la science. Donc, je pense que les scientifiques doivent se positionner dans une optique d'être un incontournable par rapport à la fois aux décideurs politiques, mais également par rapport aux intervenants sociaux ou à la société civile. Bref, c'est un bel exercice d'équilibrisme que tu décris là. Tout à fait. Puis un peu, Urana, c'est un peu le jambon dans la sandwich, si je peux dire. Merci pour la réponse. Madame Coutan, deux questions rapides, mais en fait, les réponses ne seront peut-être pas nécessairement si rapides que ça, mais deux questions pour vous. La première, c'est quels sont les acteurs qui sont réunis par le COPTEC et est-ce que vous constatez des changements suite à la tenue de ces réunions-là? Et l'autre question, c'est existe-t-il un observatoire équivalent à l'AREC que vous avez mentionné pour suivre de manière pérenne et centralisée les impacts des changements climatiques? Donc, l'intérêt pour la sensibilisation des citoyens, des décideurs, l'efficacité des solutions mises de l'avant, les données pour alimenter des projets de recherche, etc. Ah, votre micro est désactivé. Voilà. C'est bon. Merci. Sur la première question, quels sont les acteurs qui participent au COPTEC? Ce sont des acteurs. Alors, il y a le COPTEC interne, si je puis dire, donc une espèce d'organisation qu'on veut transversale, c'est-à-dire que quand des politiques sont menées, on vient demander l'avis du COPTEC sur tel ou tel appel à projet ou telle politique à mener pour voir si c'est compatible et si on a bien encadré toute la transversalité nécessaire pour ce projet. Et puis ensuite, il y a l'organe de gouvernance que je qualifie d'externe, et là qui regroupe l'État, bien évidemment, les collectivités infrarégionales, donc ça veut dire les départements français, les départements de la région, les 12 départements, et puis les intercommunalités. Mais on a également des acteurs économiques, des acteurs du transport, des acteurs de l'énergie, des acteurs de l'environnement, de la formation. Et en fonction des sujets, eh bien, les gens sont plus ou moins présents. Quand on va parler de l'agriculture, les acteurs des transports ne vont pas forcément être intéressés, quoique. Il y a du transport en agriculture aussi. Donc, les questions sont toujours… On essaie de les aborder de manière transversale. Donc, quels sont les acteurs? Ce sont ceux qui font sens sur les territoires et qui font ce qu'est notre territoire. Après, on peut avoir des intervenants extérieurs qui viennent partager leurs expériences. Le changement, oui, moi j'ai vu deux changements très importants. D'abord, à l'échelle de la région, et Néoterra, la feuille de route que je présentais tout à l'heure de manière très succincte, y a contribué aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un apprentissage à travailler ensemble. Sur des questions énergétiques, par exemple, j'avais l'impression au début du mandat que quand on me présentait un projet, la seule chose qui était importante, c'est que ça produise de l'énergie renouvelable. Et moi, je posais toujours la question, mais quel est l'impact environnemental sur l'agriculture? Est-ce qu'il y a un impact? Comment on développe la filière industrielle qui va bien avec? Enfin, toutes ces choses-là, j'ai l'impression qu'on ne regardait pas le projet dans son ensemble. Maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les directions, mais au moins au niveau des directions avec lesquelles je travaille, on essaie d'avoir toujours cette approche transversale et une vision beaucoup plus globale d'un projet avec les bénéfices, mais aussi les impacts qui peuvent exister, et donc travailler les uns avec les autres pour essayer de configurer un projet qui soit optimal, je dirais. Donc, il y a ça en termes de fonctionnement à l'échelle de la région en interne, et puis à l'externe, eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie dynamique pour participer aux travaux de la région, une vraie volonté de contribuer à l'élaboration des documents régionaux, que ce soit les documents de planification ou les documents, les appels à projets ou les politiques que nous menons. Et je ne dis pas qu'il n'y avait pas cette volonté avant, mais je dis qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de satisfaire cette volonté-là des acteurs. Donc, c'est déjà un plus. Et puis, on a aussi dans ce comité régional des acteurs des représentations des citoyens.
des associations de consommateurs, bien sûr, mais aussi des associations citoyennes. Et notamment des collectifs citoyens qui se sont créés, pas des collectifs d'opposition, cette fois plutôt ceux qui ont envie de faire avancer les choses. Quoique, les collectifs d'opposition peuvent faire avancer les choses aussi, hein, parce qu'il n'y a pas toujours des torts. Bon. Donc, ces collectifs citoyens qui se sont installés à l'échelle du territoire sur l'ensemble des départements participent aussi aux travaux du COPTEC et participent à cette approche systémique des sujets. Et je trouve ça extrêmement intéressant, c'est-à-dire de ne pas prendre un sujet par un petit secteur et puis ne pas envisager tout ce qui va autour. Là, on est vraiment dans un changement de logiciel, je dirais, et je ne dis pas que c'est parfait, hein. On a encore du travail à faire, mais je trouve qu'on avance. Et après l'observatoire, l'AREC, qui est un observatoire gaz à effet de serre, mais aussi observatoire sur la question des déchets. Et votre question était, est-ce qu'il existe une structure qui permettrait de... Vous pouvez me... C'est un peu, est-ce qu'il y aurait une équivalence, mais pour les enjeux d'impact et d'adaptation au changement climatique, là, parce qu'on comprend que c'est surtout pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les déchets. Donc, est-ce que vous avez ou est-ce que vous songez à mettre en branle une initiative qui serait similaire, mais pour l'adaptation au changement climatique? Au Québec, d'ailleurs, il y a en fait, c'est une toute petite organisation qui s'appelle l'Observatoire de l'adaptation au changement climatique et donc qui vise à mesurer, observer, voir quels sont les progrès en matière d'adaptation, l'évolution des impacts, etc. Est-ce que vous avez quelque chose d'équivalent? L'AREC n'est pas simplement sur les gaz à effet de serre. Hein. Ils nous accompagnent aussi sur les énergies renouvelables et sur les consommations d'énergie par secteur. Donc, c'est important parce que non seulement ils recueillent des données, mais ils analysent ces données. Ils accompagnent les territoires dans leurs documents de planification également. Et c'est intéressant. Après, l'observatoire tel que vous le décrivez là, il n'existe pas en tant que tel, enfin en tout cas pas en tant qu'observatoire. Mais Acclimatera fournit un certain nombre de données qui peuvent nous renseigner. Dans leur dernier ouvrage, ils ont quand même évalué un certain nombre de pratiques, mis en place des scénarios potentiels, et c'est extrêmement intéressant, ça sert de base. Maintenant, moi, ce que j'aimerais et ce dont je rêve, et ça, on n'en est pas là tout de suite maintenant, mais ça viendra peut-être, et ça a été évoqué aussi, je crois, par Éric Théroux, c'est évaluer les politiques publiques, c'est-à-dire qu'on ait des scientifiques, donc un comité scientifique qui soit capable de dire, bon, nous, on a fait Acclimatera, enfin, on est Acclimatera et on a fait ce rapport d'Acclimatera, il nous engage aussi, et les politiques en face, les politiques qui sont menées peuvent être scrutées au regard de ce qui se trouve dans ce rapport. Et je rêverais, mais peut-être pas mes collègues élus, j'en sais rien, mais moi, j'aimerais ça. C'est-à-dire que quand on a une action, une politique que nous souhaitons mener, eh bien, qu'on fasse en sorte de pouvoir auditionner les scientifiques en amont pour voir si, elles répondent aux enjeux qu'ils ont définis dans leur rapport, et si elles pourront éventuellement être efficaces ou si elles peuvent être remaniées pour être un peu plus efficaces. Alors, je sais bien que les scientifiques ne sont pas forcément des politiques et inversement, mais il nous faut des ponts entre les deux. Et c'est peut-être aussi une des attentes que je peux avoir de futurs actes, d'essayer de mettre un peu ce lien entre les deux. Mais après, ça sera à nous, politiques, à chaque fois qu'on mène une action, qu'on est en train de construire une action, de les associer pour avoir leur avis en amont et accepter que ce qu'on propose n'est pas à la hauteur des enjeux. Et on a cette problématique-là avec Néoterra. Hein. Je vous ai cité la feuille de route Néoterra tout à l'heure. Alors, ça a le mérite d'exister, c'est très bien. Je renie rien de ce qu'il y a dedans. Mais on pourrait être un petit peu plus ambitieux et se dire, parce que ça touche un certain nombre de politiques de la région, mais pas toutes. Et la région devrait, à mon sens, étudier chacune de ces actions, chacune de ces aides, chacune de ces subventions au regard de la contrainte, entre guillemets, climatique ou de la biodiversité, donc de ce que tente apporter Néoterra. Et là, on aurait certainement une action optimisée. Mais on ne fera pas tout ça du jour au lendemain, ça se construit. Et j'ose espérer qu'on arrivera un jour vers ce type de démarche, c'est-à-dire, est-ce que telle subvention est Néoterra compatible, par exemple?
Voilà. Est-ce que telle subvention est véritablement compatible avec les enjeux climatiques? Se poser ces questions-là. Et puis, ce n'est pas pour sanctionner celles qui ne sont pas compatibles, c'est pour identifier justement sur les territoires des actions qui sont contraires à la question de la préservation du climat et de la biodiversité et essayer de les engager vers des transitions, les accompagner vers des transitions d'activités, par exemple, ou oui, d'activités essentiellement, parce que c'est essentiellement des activités industrielles ou liées à des entreprises. En tout cas, si je permettais, oui, si je peux me permettre, Alain, j'ajouterais au propos de Mme Coutin, c'est tout à fait ce que l'on visait à faire, non seulement dans la nouvelle loi sur la gouvernance, en octroyant le pouvoir d'avis, de directive du ministre de l'Environnement envers ses collègues, mais c'est aussi ce à quoi on s'attend du comité consultatif qui pourra émettre des avis de sa propre initiative sur la cohérence du gouvernement dans ses choix. Et en cela, quand je disais que nous sommes inspirés de la pratique du comité britannique, je sais que le comité britannique, notamment, par exemple, a émis un avis lorsque le gouvernement a émis sa nouvelle orientation quant à la chauffe des bâtiments. Et on sait qu'en Grande-Bretagne, c'est un des secteurs les plus émetteurs, vient de la chauffe des bâtiments. Le gouvernement avait certaines prétentions et le comité britannique a dit quoi que dise le gouvernement, manifestement, la politique qu'il a lancée ne pourra apporter les bénéfices qu'il prétend que la politique aura. Donc, le gouvernement a été exposé, disons, les failles de sa politique ont été bien exposées. Reste à savoir maintenant, après ça, si le politique refait ses devoirs, mais donc c'est ce à quoi, c'est ce que l'on vise comme objectif, disons. En tout cas, je vous écoutais, puis je pense aussi que l'un des points, c'est sûr que si on a davantage de champions qui ont à la fois les pieds dans la politique et dans la science, on va probablement réussir à faire avancer ces interconnexions-là plus rapidement et plus efficacement. L'autre point, Mme Coutan, par rapport à votre première réponse, je notais aussi le fait que, en fait, on revient en quelque part souvent aux questions d'indicateurs et là, j'ai perdu l'idée. J'ai perdu le fil de mon idée que je voulais dire. Ah oui, c'est ça. Donc, vous parliez beaucoup de progrès, mais qui sont souvent intangibles, c'est-à-dire apprendre à travailler ensemble, échanger des idées, changer des processus, etc. Puis ça fait partie des défis de la mesure du progrès en adaptation, c'est-à-dire de, oui, mesurer des résultats tangibles. Ça, c'est clair qu'il faut absolument le faire. Mais il y a aussi des résultats intangibles qui sont clés à la génération de résultats tangibles, concrets, de transformation de la société, etc. C'est souvent ces indicateurs-là qui sont beaucoup plus difficiles à évaluer, à suivre, etc. Mais je pense que ça relevait l'un des défis additionnels de l'adaptation autour des changements organisationnels, des façons de travailler, etc. Denis, certainement d'autres questions, j'imagine? Alors oui, je vais bondir sur la question suivante parce qu'elle me tient à cœur et je remercie Patrick qui nous demande si il constate qu'au Québec, les artistes jouent un rôle public plus important que les scientifiques sur les questions environnementales. Il demande si c'est la même question, la même chose en France. Moi, je voudrais réagir à ça parce que je trouve que c'est très important. On a tendance à cloisonner un peu ces questions dans une expertise très dure, très scientifique. Et on oublie peut-être, en écho à ce qu'a dit François tout à l'heure, la question de l'appropriation. On oublie que ça fait écho aussi à des choses, à du sensible, à des questions de sens, de choix de vie, etc. Et je crois que la médiation artistique a un rôle considérable à jouer dans la façon de réfléchir ce qui nous arrive et les chemins qui vont être empruntés. Donc, c'est autant des questions de créativité que des questions d'expertise. Et en ce sens, moi, j'ai le sentiment que les artistes ont vraiment un rôle très important à jouer, non pas à côté des scientifiques, mais ensemble. Moi, j'aimerais bien les mettre ensemble. À Bordeaux, on a mené à l'université, on a fait venir un réalisateur de théâtre. Il est resté en résidence pendant 2 mois. Il a côtoyé les chercheurs pendant 2 mois et il a écrit une pièce de théâtre sur les chercheurs et le changement climatique qu'il a donné ensuite plusieurs fois. Il s'appelle Andrea Brunello. Et on a accompagné comme ça plusieurs projets de sciences et arts et sciences.
Et je crois qu'il faudrait faire du art, science, société et politique quelque chose de beaucoup plus commun, quoi. Donc, c'était un peu ma réaction, mais je vous laisse bien sûr réagir à cette question qui, pour moi, est très stimulante. Ah, qui? Je ne sais pas, François. Eric, allez-y, Madame Coutan, puis je suivrai. Non, mais je partage ce que tu viens de dire, Denis, évidemment. Et je crois qu'il faut que chacun agisse ensemble, que ce soit les artistes, que ce soit les politiques, que ce soit les scientifiques, enfin tout ce qui fait le monde et les territoires. C'est important d'avoir cette manière de faire. Et je crois que si on veut toucher le plus grand nombre, on a besoin d'allier l'art et la science. Et je me souviens quand j'ai exercé des missions de maire adjointe dans ma ville, je m'occupais du développement durable et on avait imposé, entre guillemets, à l'ensemble des 1000 salariés de la commune, les personnels administratifs, à assister à une pièce de théâtre qui avait été construite pour expliquer ce qu'était le développement durable et comment on pouvait mettre en musique les questions de développement durable. C'était extrêmement important et je crois que chaque agent est sorti de cette représentation et de l'échange qu'ils ont pu avoir avec les acteurs avec un concept un petit peu différent de celui qu'ils avaient en entrant et avec aussi, je sais que moi, dans mes missions actuellement pour la collectivité, je vais pouvoir aller vers ça. Je ne dis pas que c'était valable pour tout le monde, mais le plus grand nombre avait été très satisfait. C'est aussi un moyen de faire passer des messages. Et je ne suis pas sûre qu'en France, on est à l'échelle nationale, hein, cette cohérence. Les artistes s'expriment, les scientifiques s'expriment. Je ne sais pas lesquels ont le plus de poids. Ça dépend des franges de la population. Mais je trouve, bon, sur ces questions-là, je pense que les artistes sont plus audibles que les scientifiques. Enfin, je ne sais pas, je me trompe peut-être, Denis, mais je ne veux pas te faire de peine. Je pense que oui. Donc, allier les deux et montrer qu'il y a une cohérence, ouais. Assurément, ça a été le cas au Québec, là. Mais clairement, les artistes ont un rôle ce sont des éveilleurs de conscience. Et ça, je crois que c'est un rôle déterminant. Mais je ferai le parallèle aussi avec la jeunesse. Et la jeunesse est très active, très mobilisée. Et dans les rôles de chien de garde, ce qui est nouveau aussi, parce qu'on a eu un groupe de travail jeunesse dans la consultation maintenant au PEV, il y a eu plusieurs groupes de travail, il y avait 5 groupes de travail, mais un portait plus spécifiquement sur la jeunesse. Et dans un sens, sans doute, la jeunesse était un peu déçus des suites de ces recommandations au gouvernement parce qu'eux se sont inscrits dans une perspective beaucoup plus large, je dirais, de développement durable et de changement de société qui sont fondamentaux. Comme la politique est hors du possible, il n'y a pas eu nécessairement de suite aux recommandations du groupe de travail jeunesse. Par contre, ce qui pourrait changer la donne, et on voit que c'est une donnée qui a débuté aux Pays-Bas, mais qui a une suite au Canada, ce sont les recours judiciaires que les jeunes entreprennent au motif que l'inaction des gouvernements porte atteinte à leur droit à la vie et à la sécurité parce que, dans le fond, il s'agit de leur futur. Donc là, il y a un processus judiciaire qui est en cours au Canada, qui a été plaidé la semaine dernière en ce qui concerne l'enjeu de la jeunesse. Je sais qu'il y a déjà eu un jugement aux Pays-Bas. Donc, j'y vois aussi une dynamique sociétale là, qui se développe quant à l'enjeu climatique. Si je peux peut-être ajouter là-dessus, je ne vais pas trop élaborer parce qu'en fait, ça pourrait être le sujet d'une discussion d'1 heure en soi, mais je crois qu'un des défis aussi, c'est le fait que on rejoint différents types d'audiences de différentes façons. Et ça devient... puis il faut souvent se poser la question aussi, c'est où sont rendus ceux qui reçoivent un message. Alors, je vais faire un corollaire avec les médias. Nous, à Ouranos, on reçoit beaucoup de demandes médias provenant de Radio-Canada, etc., des médias
qui ont déjà beaucoup sensibilisé leurs auditeurs par rapport à la lutte au changement climatique et qui prêchent en quelque part vers des convaincus, alors que souvent, l'audience qu'il faut rejoindre est parfois tout autre, et donc il faut d'autres moyens pour pouvoir les rejoindre. Mais ma conclusion dans tout ça, puis je me souviens des élus de la Ville de Montréal qui me l'avaient dit, qui m'avaient dit, l'important, c'est que pour les décideurs, c'est qu'il y ait un effet d'écho, c'est-à-dire qu'on entende l'enjeu des changements climatiques via les artistes, via la voie légale, via les réclamations des citoyens lorsqu'il est temps d'une élection, etc. Et c'est souvent cet effet combiné de messages qui viennent sous plusieurs formes et venant de plusieurs directions qui contribuent à faire changer les choses et à enfin, disons, faire passer quelqu'un de plutôt sceptique à la lutte au changement climatique à soudainement dire, ben là, coudonc, je ne peux pas ignorer tous les messages que je reçois de différentes façons à gauche et à droite. Et donc, en ce sens-là, je pense qu'effectivement, l'aspect artistique peut devenir particulièrement important. Madame Coutan, j'ai l'impression que vous voulez ajouter quelque chose, je me trompe? Oui, par rapport aux médias, parce que moi, merci de me donner la parole. Par rapport aux médias, je suis parfois gênée parce qu'on entend beaucoup, surtout sur les chaînes d'infos. Je les écoute peu parce que le peu que je les écoute, je suis parfois un peu décontenancée. On n'a pas les scientifiques sur les plateaux ou très peu. Il y en a certains qui sont identifiés et qu'on voit à l'échelle nationale, Hervé Le Treut, Jean Jouzel et quelques autres, mais on voit très peu de scientifiques sur les plateaux. Alors, ce que je dis là est totalement faux en ce moment, puisqu'avec la Covid, il y a des médecins partout, et des scientifiques, des pseudo-scientifiques parfois. Parfois des scientifiques, mais sur les questions de climat, je trouve qu'on ne les associe pas assez pour pouvoir avoir un discours qui soit, comme je le disais tout à l'heure, factuel et incontestable. Et on laisse se dire des absurdités sur les questions climatiques, sur l'énergie, sur les énergies renouvelables, sur la manière de faire des économies d'énergie, sur les filières industrielles. On laisse dire des choses absolument incroyables, sans que le journaliste soit en capacité, parce qu'il n'est pas scientifique, encore moins technicien, donc incapable de répondre à des absurdités qui sont dites au plus grand nombre, parce que j'imagine que les citoyens regardent ces chaînes beaucoup. Et c'est regrettable. Moi, je regrette ça en France. Alors, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, mais chez nous, c'est un vrai problème. Je pense que c'est assez similaire. Je pense que peut-être le truc, alors je t'invite, Denis, il faudrait trouver des scientifiques divertissants. Ça serait peut-être la façon de pouvoir passer davantage de messages. Alors, ça fait presque 2 heures qu'on est réunis pour ce webinaire, et donc c'est quand même assez long, mais en fait, ça a passé très vite en même temps. Les discussions sont fort intéressantes. Alors, j'aimerais vraiment, sincèrement, vous remercier, Mme Coutan, M. Thiroux, tous les deux pour votre contribution. Merci à Denis aussi pour la discussion à 4 et merci aussi aux participants pour les questions et pour votre écoute. En fait, il y avait 260 inscrits, comme je disais tout à l'heure, 50% du Québec, 40% de la France et 10% de l'Afrique. Donc, je vais rebaptiser le séminaire. C'est un séminaire sur la francophonie et non pas sur Québec et la France. Et donc, ça, c'est très bien. Alors, je vous remercie beaucoup. Je voulais juste remercier, moi, Anne de Brabander, Martin Brie et Colin Brown qui ont préparé le séminaire avec nous et qui ont fait voilà, du travail remarquable pour que tout fonctionne bien. Et moi aussi, remercier Ouranos pour cette invitation